Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu déjà. On est un jeudi soir. Je comprends que ce n'est pas forcément un truc qu'on a envie de faire un jeudi soir, venir reparler de boulot ou de produits, entendre des mecs raconter comment ils ont craché leur startup, même si elle avait de l'argent. Ma présentation s'appelle Le Flouze ne fait pas le bonheur parce que notre boîte s'appelait Flouze et en plus on parlait d'argent, donc c'est quand même un comble de foirer sa boîte à cause de l'argent alors que la boîte parle d'argent. C'est un truc assez marrant. Et pour vous parler un peu de moi, du coup j'étais le cofondateur de Flouze, qui est une boîte qui faisait de la gestion financière pour petites entreprises, qui s'est terminée l'année dernière. Et aujourd'hui, je continue à bosser en product et je suis product manager pour une startup qui s'appelle Job Teaser. Une startup, une boîte de la tech. Ok, je vais commencer par vous raconter un peu l'histoire de Flouze, le contexte, comment j'en suis arrivé là, qu'est-ce qu'on a fait, et structurer la présentation autour des grosses erreurs qu'on a fait et puis des enseignements qu'on en a tirés. Et le sujet, vous l'avez compris, c'est comment est-ce qu'on a craché une boîte qui avait quand même de l'argent. Parce qu'on va parler, j'ai compris, d'argent ce soir, n'est-ce pas, Clotilde ? Comment déjà est-ce qu'une startup se retrouve avec du pognon alors qu'elle commence à se lancer ? Le concept ou le mécanisme était assez simple. En gros, ça commence avec un startup studio. Un startup studio, c'est une boîte dont le boulot est de créer des startups. Il en existe un certain nombre. Vous en avez comme eFounders qui font beaucoup de boîtes qui marchent très bien, type Mailjet, type Mention, type Aircall, pour ceux qui connaissent un peu les startups. Et puis, vous en avez d'autres qui vont s'associer soit à des corporates, donc à des grandes entreprises, soit à différents types. Ça peut être des universités, ça peut être des centres de recherche, pour soit valoriser de la recherche et, in fine, créer des startups, créer de la valeur. Dans le cas de Flouze, c'est un startup studio qui habituellement travaille avec des corporates, donc avec des grandes entreprises. L'idée avec ces grandes entreprises, c'était un startup studio qui appartenait avant à The Family pour ceux qui connaissent. L'idée de travailler avec ces grands groupes, c'était d'être capable de trouver un peu la proposition de valeur qui allait, entre guillemets, disrupter, c'est-à-dire prendre de vitesse à terme le cœur de métier du corporate avec justement de la technologie. Donc l'idée de ce startup studio à l'origine, c'était en gros, le pitch que eux faisaient côté grande entreprise, c'était créer la boîte qui va vous racheter dans 20 ans. C'était un peu le pitch de départ, comment ils sont montés, les premières boîtes qu'ils ont créées là-dessus. Eux, du coup, sont associés à ce moment-là avec une grande boîte qui travaillait dans le monde de l'expertise comptable et qui avait un certain nombre de projets en cours et qui, du coup, se posait la question justement de créer une startup ou d'investir dans une startup assez tôt pour certaines problématiques qu'elle ne résolvait pas, qu'elle ne pouvait pas résoudre, mais aussi pour le mode de travail startup, c'est-à-dire le fait de travailler sur ce qu'on appelle un MVP, donc un minimum viable product, donc c'est-à-dire vraiment tester une proposition de valeur qui va être très dégradée par rapport aux standards du marché, mais qui permet de prouver qu'on peut continuer un produit là-dedans versus ce qu'eux avaient l'habitude de faire, c'est-à-dire créer des produits dans ce qu'on appelle le cycle en V, c'est-à-dire des temps de spécification qui étaient de 6 mois à 1 an, des temps de développement de 6 mois à 1 an, des temps de pré-lancement, de test, de lancement qui étaient pareils de 6 mois à 1 an. Et au final, on a créé un produit en 3 ans et il arrive sur le marché et en fait, il est déjà obsolète, il est trop vieux, il faut repartir de zéro. Donc, ils avaient aussi envie de tester cette méthodologie-là. Moi, de mon côté, à cette époque-là, je venais de finir une expérience en conseil. Et je voulais monter une boîte et je travaillais sur des problématiques liées des petites entreprises. Et donc, je parlais avec beaucoup de dirigeants de petites entreprises. Et puis, c'est un peu par hasard que je suis tombé sur ce startup studio. Et puis, on a commencé à discuter. Ils m'ont dit qu'ils avaient ce projet-là qui était en cours. Et on s'est dit, tiens, c'est marrant, on peut travailler ensemble sur une problématique qui était celle de la gestion financière des très petites entreprises. En gros, pourquoi cette problématique est intéressante ? Parce que c'est un marché que tout le monde connaît. C'est un marché qui touche toutes les boîtes. C'est un marché sur lequel il y a aussi beaucoup d'acteurs, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire sur ce marché. Sur le marché de la gestion financière, vous avez des experts comptables, vous avez des banques, vous avez plein de solutions de logiciels qui existent, mais qui en général sont soit destinées à des professionnels, donc c'est-à-dire à des experts, des directeurs financiers, donc on va avoir des boîtes qui sont assez complexes avec un jargon à utiliser ou ce genre de choses, soit vous avez des solutions qui sont plutôt à la main ou avec un expert comme c'est le cas avec l'expert comptable, et là du coup on n'est pas dans l'immédiateté, on n'est pas dans l'instantanéité, et donc on perd ce côté de relation où dès qu'on a une question, dès qu'on cherche à en apprendre plus, on peut directement aller checker, aller se former, aller monter en compétences sur des sujets. Et pourtant, la gestion financière des boîtes, et ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre, c'est la première raison pour laquelle les boîtes se crachent aujourd'hui. C'est qu'en général, elles arrivent à court de trésor, et donc du coup, on ferme boutique parce qu'on ne l'a pas vu venir. Quand on n'a plus de trésor, ça ne veut pas nécessairement dire que la boîte ne marche pas ou qu'elle n'a pas assez de clients. Ça peut aussi être juste un décalage. C'est-à-dire, typiquement, vous encaissez vos clients à, je ne sais pas, vous leur envoyez la facture, vous leur dites, vous me payez à 60 jours, donc à 2 mois.
Et puis, à côté, vous devez payer quand même vos salariés, vos charges, donc votre loyer, vos salariés tous les mois. Et puis, au final, vous vous retrouvez avec un décalage. Et si vous avez plusieurs clients comme ça, bah, ce décalage, il peut tuer votre boîte. Ça se passe assez peu, mais il y a plein de raisons pour lesquelles la trésorerie peut tuer une boîte. Et nous, ce qu'on s'était dit, c'est qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet de personne n'y comprend grand-chose à la gestion financière quand on parle des petites entreprises. Et puis, le deuxième qui était, en fait, même ceux qui y comprennent n'ont pas forcément le temps, l'envie, le besoin, l'outil pour suivre de manière quotidienne les chiffres qu'ils ont envie de suivre et puis être certain que leur boîte est dans le vert. Donc sur le papier, on était vraiment parti pour se dire, ok, c'est cool, on va s'entendre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a discuté, on s'est rencontrés, et puis on s'est dit, bon, allez, deal. Ce deal, l'idée, et ce qu'on nous a vendu qui était assez simple, c'est, ok, vous, les entrepreneurs, vous inquiétez pas, tout le mode de fonctionnement avec le corporate est déjà calé. C'est-à-dire, en fait, ils vont vous donner de l'argent à plusieurs échéances, sous forme d'une levée de fonds, et tout a déjà été discuté avec eux, tout a déjà été validé, et puis vous, il y a juste le sujet de la valorisation qu'il faut aller checker ou qu'il faut travailler de temps en temps. La levée de fonds, en tant que principe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est grosso modo, quelqu'un accepte de mettre de l'argent dans votre boîte en échange d'une part du capital. Et donc, le sujet d'une levée de fonds, c'est qu'en général, on se dispute souvent autour de la valorisation. C'est-à-dire, moi, ma boîte, je pense qu'elle vaut 1000 euros, et toi, tu penses qu'elle en vaut 10, et du coup, comment on fait pour s'entendre? Donc, chacun sort un peu ses arguments pour se dire combien vaut la boîte, mais in fine, bon, on se met d'accord, soit on se met d'accord et on arrive à travailler, et puis du coup, à investir, soit ça ne marche pas, et donc on dit, bon, tant pis, on parlera avec les prochains. Donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'on nous a donné une première partie d'argent, qui était ce qu'on appelle une avance en compte courant, c'est-à-dire qu'il n'était pas attaché à une levée de fonds. C'était un peu un des actionnaires qui nous faisait un prêt, entre guillemets, pour aider au démarrage de la startup. Et là où il y a eu un premier sujet, une première problématique qu'on aurait dû identifier à ce moment-là, c'est que en fait, nos intérêts n'étaient pas alignés avec ceux du Startup Studio. Parce que quand on a récupéré cette première partie d'argent, le Startup Studio m'a dit deux choses. La première, c'est il y a une partie de cet argent que tu as qui, en fait, c'est mes honoraires à moi, donc je te les prends. Et il y a une deuxième partie qui, en fait, tout l'argent que je viens de te donner, c'est un prêt. Et donc, quand ta boîte, elle marchera, tu devras me le rembourser. Ce qui, en soi, bon, si la boîte se crache, elle se crache, et donc tant pis. Si la boîte marche, il fallait rembourser de l'argent un peu plus tard. On passe le côté éthique de c'est pas super de dire ça à la personne quand elle reçoit le pognon. Nous, on avait quand même du pognon, donc on s'est quand même dit qu'on va s'en servir. Et donc, du jour au lendemain, on se retrouve avec 165 000 euros sur le compte en banque. Et donc, on se dit super, on va pouvoir faire plein de choses. Et en fait, non. Et la première erreur, la première connerie qu'on a faite, c'est un peu celle que j'appelle la mother of all mistakes, pour ceux qui connaissent la mother of all bombs qu'ont fait les US. C'est ce que j'appelle dépenser pour exister. Pour ceux, je ne sais pas s'il y en a qui bossent ici dans des grandes entreprises ou qui ont déjà géré un budget dans une grande entreprise. Quand vous avez un budget, quand on vous donne de l'argent, votre boîte vous dit, tiens, tu gères le marketing, je sais pas, tu as 1 million d'euros de budget cette année. En général, ce qui se passe, c'est que si à la fin de l'année, vous n'avez pas cramé toute l'enveloppe qu'on vous a donnée, disons qu'on vous a donné 1 million, vous avez dépensé 800 000, l'année prochaine, on va vous donner que 800 000. Donc, du coup, il y a un truc qui fait que tout le monde essaye de dépenser pour dépenser, et puis pour arriver vraiment ric-rac sur son budget. Nous, ce n'était pas du tout notre mode de fonctionnement. Nous, on n'avait presque pas besoin d'argent. En fait, au début, on allait faire des entretiens utilisateurs. On a testé une vieille version d'un produit qui était limite un Google Sheet avec 2-3 formules dedans pour vérifier que ça marche et que ça résout un problème. Donc, en fait, on n'avait pas besoin d'argent. Sauf qu'on nous a dit, mais attendez, si vous ne vous en servez pas de cet argent, ils ne vont pas vous en donner après. Donc, il faut vous en servir. Et on s'est un peu retrouvé dans un début d'engrenage comme ça, où, ok, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent qu'on nous donne? Donc, on a fait des campagnes de pub, on a payé une agence pour faire du développement. Je vais revenir un peu là-dessus. Et c'est un peu, la grosse erreur qu'on a faite dès le départ, c'est on nous a dit, vous devez dépenser le pognon qu'on vous donne. Et d'instinct, on était, en fait, on n'a pas besoin d'argent. Et au-delà de ça, la seule raison pour laquelle on aurait eu besoin d'argent, c'est pour se verser un salaire. C'est pour vivre, tout simplement, parce que tout le monde a besoin de vivre. Du coup, il s'avère qu'on s'est dit, non, on va plutôt prioriser le projet. Et c'était peut-être encore une connerie de se dire, on va pas se verser de salaire au début pour laisser le projet avancer et laisser cet argent à la boîte. On aurait peut-être dû le cramer en fait en se payant des salaires. Ça aurait peut-être été plus utile pour tout le monde. Ok, deuxième erreur qu'on a faite, c'est de développer un produit trop tôt. Pourquoi est-ce qu'on a développé un produit trop tôt? C'est pas non plus qu'on avait la nécessité de se dire ouais, on va faire une boîte tech, on va construire un produit tech et puis on va le faire comme ça du jour au lendemain. C'est qu'aussi derrière, il y avait le Startup Studio, il y avait des investisseurs. Le Startup Studio et les investisseurs, notamment cette grande boîte d'experts comptables, ils avaient tout un comité de direction, vous voyez, ce genre de gouvernance où ils sont 4, il faut aller les rencontrer en se mettant dans. Moi, ils m'ont fait mettre des costards pour vous dire plusieurs fois. Et donc, du coup, il faut y aller, il faut montrer qu'on est sérieux, il faut montrer qu'on travaille. Et en fait, la seule manière de montrer qu'on est sérieux et qu'on travaille
pour ce type de personnalité, et je crache pas du tout dessus, hein, c'est un monde, c'est de leur montrer des jolies images. Donc une belle interface, donc un produit qui marche. Si en plus ils peuvent cliquer sur un bouton et que ça renvoie sur une page, c'est formidable. Et donc du coup, on s'est un peu retrouvé dans ce truc où en fait, ouais, on peut leur parler d'entretien utilisateur, ouais, on peut leur parler de schéma d'architecture, ouais, on peut leur dire qu'on a un peu regardé les API, ce qu'elles font. Mais en fait, non, ce qui compte pour eux, c'est juste une belle interface. Et si l'interface elle est jolie, quand on clique sur les boutons, ça marche bien, là ils signent. Et ils sont capables de signer pour des gros montants. C'est un mode de décision qui est différent, qui est compliqué. Et on se disait, OK, en fait, c'est un ensemble de compromis. C'est pas des erreurs qui en soi, chacune aurait tué la boîte, c'est juste, à chaque fois, on se dit, OK, c'est un compromis qu'on peut faire. Et quand on met tous ces compromis bout à bout, c'est ce qui tue votre boîte. Donc, développer un produit trop tôt, il y avait besoin, effectivement, je viens de vous le dire, de montrer qu'on travaille, c'est-à-dire on avance, on fait des choses, il se passe des trucs. Ça les rassurait aussi, ces investisseurs, parce qu'ils voyaient du progrès. Chaque fois qu'on allait les voir, tenez, regardez, on a refait cette partie de l'interface, on a retravaillé sur cette fonctionnalité-là, on a ajouté ci, on a ajouté ça. Et puis, on n'avait pas d'utilisateurs, en fait. En vérité, à ce moment-là, on était encore trop tôt pour des utilisateurs. Nous, un produit, c'était si on avait fait un Google Sheet avec 2-3 personnes qu'on pouvait aider toutes les semaines, c'est ce qu'on aurait fait. Mais simplement, on devait penser à ça, puis en même temps, on avait ce produit. Puis du coup, on se disait, attends, il faut quand même essayer de le mettre dans le produit, dans l'outil, pour que ça marche quoi, à terme. Donc c'est un peu, voilà, cet engrenage qui continue pour dérouler, pour rassurer les invests. Et puis, la troisième raison, c'est aussi parce que le marché est saturé. On est sur le marché de la gestion financière, je vous l'ai dit un peu tout à l'heure. C'est un marché qui est plein, avec plein d'acteurs. Et donc, du coup, c'était des gens qui, toutes les semaines, voyaient des levées de fonds, voyaient des boîtes qui marchaient, voyaient Agicap qui levait à ce moment-là 80 millions d'euros. Agicap, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grosse société qui fait de la gestion de trésorerie pour grandes entreprises et pour directeurs financiers. Donc, leur outil, c'est grosso modo un gros Excel dédié à la trésorerie. Ça marche très bien quand on est expert et qu'on sait s'en servir. C'est un peu compliqué, mais voilà, ils ont beaucoup de clients, ça marche bien, ils sont basés à Lyon. Penny Lane, c'est encore plus simple, c'est une boîte qui se veut être grosso modo le Windows ou le Mac de la gestion financière. Donc c'est une boîte qui fait un outil qui est un système d'opération de la gestion financière, c'est-à-dire que vous mettez tout ce que vous avez dedans, vos factures, vos comptes en banque, tout est centralisé et vous pouvez tout gérer devant une seule et même interface. À l'époque, c'était une boîte qui faisait beaucoup parler d'elle dans le monde des startups. C'est encore le cas aujourd'hui. C'est très franchement l'une des meilleures boîtes de la tech française. Rien à dire dessus. Les gens qui ont fait ça ont fait une très belle boîte avant aussi. Ils sont experts et leur boîte tourne très bien. Leur solution a vraiment trouvé son marché. Vous avez aussi des boîtes comme Cegid, qui est un gros expert à l'origine de l'ERP, donc des gros logiciels, ce qu'on appelle des progiciels de gestion en français, qui sont ces gros logiciels qui vont gérer les achats, la finance, le RH de votre boîte, et qui du coup cherchait à se développer à ce moment-là sur une offre TPE, donc qui avait justement lancé un produit qui était ultra simple pour les dirigeants de petites entreprises. Donc voilà, on arrivait à prouver qu'il y avait quand même beaucoup d'acteurs qui s'intéressaient à ces problématiques, que ce n'était pas une problématique qui était encore saturée, mais on avait besoin de montrer un produit aussi en se disant on ne peut pas aller voir des clients avec un Google Sheet en fait, parce que les clients en face de nous, ils ont ses concurrents. Donc pourquoi est-ce qu'ils viendraient signer chez nous quand en fait ils peuvent avoir accès à ses concurrents avec un truc qui est accessible, qui est disponible comme ça du jour au lendemain. Voilà pourquoi est-ce qu'on s'est mis à créer ce produit un peu trop tôt. La troisième erreur qu'on a faite, c'est qu'on a externalisé le développement de notre MVP, donc de cette première version du produit qu'on a créé trop tôt en se disant qu'on savait que c'était trop tôt. On l'a fait en faisant appel à une agence. Vous pouvez avoir la meilleure agence du monde, ça ne marchera quand même pas. Pourquoi est-ce que ça ne marchera pas? Parce que quand vous créez cette première version de vos produits, il y a deux choses en fait qui vont vous intéresser. La première, c'est bien sûr le résultat, un produit, un truc qui est testable avec des utilisateurs, un truc sur lequel vous pouvez bidouiller, que vous pouvez montrer à des démonstrations, sur lequel vous pouvez récolter des retours de vos clients. Qu'on oublie souvent, c'est qu'en fait, un MVP, c'est aussi un process. Et ce process, c'est tous les éléments qui font que quand vous allez le construire, vous vous posez la question de OK, comment on va faire ce truc? Et je ne vous raconte pas le nombre de fois où on s'est posé cette question. Vous avez Sébastien qui est tout à l'arrière, qui était mon associé et qui était justement directeur technique sur le projet, qui prend des notes pour... Pourquoi tu prends des notes? Tu l'as vécu, pourquoi tu prends des notes? Et le nombre de fois on s'est pris la tête sur OK, comment on va construire cette fonctionnalité ou ce truc-là. Et moi, j'arrivais avec des idées de mec qui fait du produit en disant non, mais c'est super simple, attends, on va essayer ça. Et lui me disait non, c'est pas du tout. Non, attends, tu vas te calmer, on va revoir un peu le truc et puis on va le refaire, quoi. Vrai ou pas? Souvent. Donc le process, il est aussi important que le résultat quand vous créez justement votre MVP. Et donc, quand vous externalisez ça, parce que vous avez de l'argent, vous perdez toute cette connaissance. Vous ne l'avez même pas en fait. Et puis la manière de résoudre les problèmes de la part d'une agence, sans juger qu'ils soient bons ou moins bons,
si c'est pas vous qui dites, OK, c'est comme ça qu'on va le résoudre, et on sait pourquoi, parce qu'à l'avenir, on va essayer de se servir de cette fonctionnalité pour faire autre chose, bah, vous perdez tout ça. Et donc, en fait, quand nous, on a repris le développement de l'application après, on avait cramé environ 100 000 balles sur ce produit. Ouais, c'est beaucoup d'argent, 100 000 balles. Ben, on a tout jeté à la poubelle. Et il y a autant la décision qui est très dure de se dire, OK, on va jeter 100 000 balles à la poubelle, que de se dire, si on les jette pas à la poubelle, de toute façon, on pourra rien en faire. Donc c'est un problème. Et en fait, on est un peu parti du principe que c'est à ce moment-là où on s'est rendu compte que cet argent, on n'en avait pas besoin. Parce que si on était capable de jeter 100 000 balles à la poubelle, bah, c'est que ces 100 000 balles, on les a mal dépensées ou qu'ils n'avaient pas de valeur. Et c'était finalement un peu un truc entre les deux, quoi. Sans dire qu'on n'a pas fait d'erreur, c'est moi certainement qui ai fait la majorité des erreurs à ce moment-là. Bah, en fait, si on est capable de jeter 100 000 balles de développement de produit, c'est que vous avez à la base, vous n'auriez pas dû dépenser ces 100 000 balles. La quatrième erreur, qui n'est pas la plus grosse en soi, parce que la plus grosse, ça reste toujours de dépenser pour exister. Mais c'est un truc qui est un peu plus, comment dire, subjectif, qui est un peu plus émotionnel, qui est un peu plus sentimental. La collaboration entre une grande boîte, je ne dis pas toutes les grandes boîtes, mais entre une grande boîte et une start-up, elle est difficilement possible en vérité. Penser qu'elle est possible, c'est se dire, OK, on est tous alignés autour d'un objectif commun, on va tous travailler autour d'un même fonctionnement, et on va réussir à s'entendre. Et ça, ce n'est pas forcément le cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, beaucoup de grandes entreprises vivent d'une rente. Ça veut dire qu'à un moment de leur existence, elles ont pris un risque. Et plus la boîte est vieille, plus le risque que la boîte a pris est énorme. Et en général, bah, si on prend n'importe quelle grande entreprise, je ne sais pas, si on prend par exemple BNP Paribas, à l'époque, créer une banque à la fin du 19e siècle, bah, il fallait être solide, quoi. Il fallait être solide parce que déjà, il fallait avoir de la sécurité, il fallait avoir des moyens, il fallait avoir des gens, il fallait avoir des connaissances. Aujourd'hui, avec une startup, on peut effectivement le faire beaucoup plus rapidement. Revolut, Conto le montre très bien. Nous, c'était une boîte qui faisait de l'expertise comptable. Et donc, du coup, bah, pareil, la boîte était quand même assez ancienne. Et donc, cette rente, ce risque qu'elle a pris à un moment de son existence, aujourd'hui, elle en vivait. C'est ça la rente, en fait, des grandes entreprises. C'est que du coup, ce risque qu'elle a pris lui a rapporté beaucoup d'argent, lui a permis de s'implanter un peu partout en France. Et aujourd'hui, c'est essentiellement le fait qu'elle ait des agences un peu partout qui fait qu'elle continue à avoir des clients. Le niveau de satisfaction, il n'est jamais excellent, il n'est jamais totalement dégueulasse non plus. Vous êtes en plus sur le cas, quand on est sur l'expertise comptable, pour ceux qui aient des boîtes, on ne pense pas à changer de comptable tous les 4 matins. Donc en général, il faut vraiment qu'il soit nul pour qu'on se dise, OK, je vais aller ailleurs. Donc tout ça, c'est ce fonctionnement un peu de, entre guillemets, de rentier, où la boîte ne se pose pas tant de questions, elle n'est pas en danger de mort du jour au lendemain. Donc ça impacte vraiment beaucoup sa réflexion, ça impacte beaucoup sa prise de décision, et ça fait que du coup, on est sur des temps de décision qui sont très très longs, on est sur une prise de risque où franchement, moins on prend de risques, mieux on est capable de le faire, et contrairement à ce qu'on peut penser aussi, c'est pas parce que c'est des boîtes qui ont une rente, qui ont beaucoup d'argent, nous on parle d'une boîte qui faisait un demi-milliard de chiffre d'affaires annuel, qu'elles vont le dépenser. C'est des boîtes qui ont gagné leur argent en étant entre guillemets radines, et qui continuent de gagner de l'argent en étant entre guillemets radines. Parce que justement, il y a toute une équipe, en plus des experts comptables. Donc il y a toute une équipe de la boîte qui, en fait, leur seul boulot, c'est de gérer l'argent, quoi, de faire en sorte que, en fait, l'argent sort quand il doit sortir, l'argent rentre quand il doit rentrer. Et c'est ça le truc, et c'est nous ce qu'on essaie aussi de faire avec Flouze. Mais du coup, ces boîtes-là sont devenues riches aussi, entre guillemets, en étant radines. Nous, bah, on vivait, entre guillemets, du capital. On vivait de l'argent que cette boîte nous donnait. Et le risque, on était en train de le prendre. Et donc le fait de nous donner de l'argent quand on était en train de prendre le risque, déjà nous, ça nous mettait dans une posture, entre guillemets, de confort. En fait, ouais, on a un salaire qui rentre tous les mois. OK, on avance, mais si demain la boîte coule, nous, on va quand même, on s'en sortira quand même. Bon, on va peut-être connaître un peu de chômage, mais on arrivera à s'en sortir, quoi. Alors que si t'as pas d'argent, bah, ta boîte, elle marche pas. Et puis, si ta boîte, elle marche pas, bah, du jour au lendemain, t'as plus rien à manger. Et puis voilà. Donc, ce moyen de subsistance, le fait de se mettre en risque personnellement, c'est pas quelque chose qui doit être négociable quand on crée une startup. Et ça veut pas dire qu'il faut travailler comme un fou, ça veut pas dire qu'il faut plus avoir de respect ou d'équilibre entre sa vie pro et sa vie perso. Ça veut juste dire qu'il faut être conscient que sa boîte est un peu une extension de soi au départ. On prend ce risque parce qu'on veut bah, soit gagner plus d'argent par la suite, soit être plus épanoui dans son travail, mais c'est un risque personnel. Peu importe le type de boîte que vous montez, peu importe le contexte, si ce n'est pas une décision personnelle et que ce n'est pas déjà une boîte qui rapporte beaucoup d'argent, bah, elle va se planter. Il y a beaucoup de chances qu'elle se plante en tout cas. Qu'est-ce qu'on tire comme enseignement de toute cette histoire? La première, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur. Si ça peut, je suis pas sûr que ce soit un truc. Tu vois, je me suis dit que j'allais trouver jeter les images un peu comme ça. J'ai essayé de vous la trouver avec une vieille police, avec un fond, une mer ou une montagne, un truc comme ça. J'ai trouvé que ça. Ceux qui veulent le tableau, il est disponible. Après, je le vends au-dessus.
Ce sera ma prochaine boîte. Non, en vrai, pas besoin d'argent avant ce qu'on appelle le product market fit. Le product market fit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros le moment où vous avez un produit, vous avez une solution qui correspond à un problème que le marché recherche. Et en général, on sait très bien quand on l'a, mais on ne sait pas quand on l'a pas. C'est-à-dire, on commence à se dire, ouais, j'ai des clients, j'ai des gens qui sont intéressés, j'ai des gens qui viennent me voir. Ok, c'est cool, c'est les premiers signes, ça montre que vous avez quelque chose qui est intéressant. Mais si vous vous posez la question de est-ce que j'ai un product market fit, bah, c'est que vous ne l'avez pas en fait. Parce que quand vous l'avez, c'est quand vous êtes en fait dépassé par les événements. C'est quand vous avez trop de clients, trop de succès par rapport à ce que vous êtes capable de gérer. Et c'est à ce moment-là que l'argent sert à quelque chose. C'est à ce moment-là que lever des fonds est pertinent, ou lever des fonds ou autre. Hein. Ça peut être un financement par une banque, ça peut être un prêt par une autre société, ça peut être n'importe quel type de financement. Si vous avez de l'argent avant, ça vous enferme dans un certain type de confort. Si vous avez de l'argent à ce moment-là, vous vous en servez pour ce qu'il est quand vous montez une boîte, c'est-à-dire un carburant. Et un carburant, bah, vous en servez pour aller plus vite en fait. Et c'est tout à fait le rôle de l'argent quand on monte une boîte, c'est vous permettre d'accélérer, de se développer. Avant, c'est simplement quelque chose que vous jetez entre guillemets par la fenêtre. Sans dire que c'est totalement inutile, parce qu'on a tous besoin d'un moyen de subsistance, mais si vous êtes capable de vivre sans avoir besoin d'argent, c'est peut-être un peu abusé, mais en ayant besoin d'une quantité minimale d'argent, elle vous suffit au départ. À part votre subsistance, tout ce qui est en plus n'est pas nécessaire à votre boîte. Parce que vous allez trouver des moyens de le faire gratuitement, parce que vous allez galérer, et parce que cette galère, je vous le disais tout à l'heure en parlant du MVP, bah, elle va former votre boîte aussi. Elle va créer votre boîte aussi. Et puis si ces boîtes, comme je le disais, deviennent riches à un moment donné en sachant comment gérer leur argent, bah, il faut aussi savoir le faire quand on n'en a pas. Et c'est souvent quand on n'en a pas qu'on apprend le plus à le faire. Après, on laisse couler. Et ça, je pense que Bart, on en parlera un peu mieux tout à l'heure, quoi. Le deuxième enseignement, et je vous le disais aussi, c'est se mettre en risque et non négociable. On ne peut pas créer une start-up en étant juste, entre guillemets, intrapreneur. Cette notion d'intrapreneur, elle ne marche pas. Vous êtes chef de projet, point. Un projet, c'est un début, un milieu, une fin. C'est un planning à respecter, des investisseurs. Ça peut ressembler à une boîte sur beaucoup de choses. Mais un chef de projet, ce n'est pas un entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui corrèle son risque à sa boîte. C'est quelqu'un qui dit, OK, je suis capable de plus avoir de thunes demain parce que je suis sûr de ce projet et je suis sûr que ça va marcher. Et donc, il faut savoir faire des arbitrages, il faut savoir lâcher un confort de vie qu'on peut avoir avant en étant salarié, mais on ne peut pas avoir les deux. Les intrapreneurs qui arrivent en disant bon bah c'est super, je monte une boîte en fait, ma boîte me laisse totalement seul. Non, c'est pas vrai. Ils ont jamais, si vous creusez, ils auront toujours un truc où ils n'ont pas la liberté de l'entrepreneur. Et c'est très bien. Hein, il y en a beaucoup qui font des boîtes qui marchent en entrepreneuriat. Simplement, cette notion de risque, elle est beaucoup plus, je dirais, nécessaire à mesure que le marché que vous essayez d'atteindre est compliqué. Si vous êtes sur quelque chose de facile sur lequel il n'y a personne, bah ouais, on peut être intrapreneur parce que, entre guillemets, il y a plein d'opportunités, il n'y a personne sur le marché, donc le risque qu'on va devoir prendre n'est pas forcément énorme. Plus vous avez une notion de risque qui est compliquée, plus vous êtes sur un marché qui est saturé, plus vous avez besoin, entre guillemets, de réfléchir à comment vous faites les choses, même si c'était des choses que vous faisiez simplement avant, justement parce que vous avez cette contrainte de l'argent. Plus ces solutions innovantes, bah, du coup, elles apportent de la valeur à votre produit, à votre entreprise et à vous en tant que personne, en tant que professionnel, parce que du coup, vous pouvez aussi vous développer, quoi. Ça vous apporte une autre manière de résoudre des problèmes. Troisième enseignement, mieux vous ravir 1000 fois une personne qu'une fois 1000 personnes. Je défie quelqu'un de me répéter ça 10 fois d'affilée. Je suis pas sûr qu'on y arrive. Non, non, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, c'est un peu sur l'idée de construire un produit trop tôt. Non, mais en fait, ça sert à rien de se dire, ouais, mais quand on aura du volume. Non, il n'y a pas de quand on aura du volume. Au début, c'est pour ça qu'on se dit qu'un Google Sheet, ça marche très bien, que faire des rapports à la main, ça marche très bien. Vous avez besoin de quelque chose qui rend quelqu'un d'extrêmement heureux. Ça peut être une personne, mais qui rend cette personne extrêmement heureux, qui dit, voilà, vous m'enlevez une épine du pied, vous résolvez un problème. On a cette distinction en produit entre ce qu'on appelle les painkillers, donc des antidouleurs, et des vitamines, donc c'est quelque chose qui va booster quelque chose que vous faites déjà bien. Bah, quand on monte un produit, surtout quand on est au début de sa boîte, on ne veut pas faire une vitamine. On s'en fout de faire des vitamines parce que c'est pas intéressant. Ce qu'on veut, c'est résoudre un problème. C'est que des gens disent, OK, c'est vraiment ça dont j'avais besoin. Et c'est pas obligé que ce soit 1000 personnes d'un coup. Ça peut être une personne au début, 2 personnes, 3 personnes. Et puis au fur et à mesure, bah, encore une fois, c'est un process. Vous allez apprendre à comment faire mieux avec moins, comment faire plus vite avec les mêmes ressources. Et puis c'est comme ça qu'en fait votre boîte, elle va se construire, elle va grandir organiquement. Si on vous donne directement 1 million, vous recrutez une équipe de 20, bah, il y a beaucoup plus de chances qu'elle se plante comme ça que l'inverse, c'est-à-dire y aller progressivement. Et donc le temps, l'argent, toutes ces ressources-là, elles sont non négociables aussi. Et je crois qu'en ayant dit ça, j'ai terminé. C'est quoi la question maintenant? Ouais.
Il y a 2 questions, si vous voulez, pour Mehdi. Et après, le reste des questions, ce sera pendant l'apéro. C'est tout? Ouais, juste Du coup, la 2. boîte, elle a coulé comment, du coup? À cause de la trésor? Excellente question. Elle a tout pris en salaire. Ouais, j'ai tout pris en salaire. Putain, mec. Faut pas le dire. J'ai pas tout pris en salaire. C'est pas vrai. Non, non. La boîte a coulé comment? Je vous le disais, le premier argent que nous donnaient les investisseurs, c'était une poche entre guillemets d'avance, c'est-à-dire c'était un prêt qu'ils faisaient à la société, donc c'était pas une levée de fonds. Et à côté, on nous disait ouais, mais le levée de fonds, c'est calé, vous inquiétez pas, machin. Bon, on a buté sur des sujets de valorisation de la boîte quand on travaillait justement cette levée de fonds qui n'était pas du tout calée en fait. Donc on s'est dit ok, on va pas lever des fonds, donc on va pas vendre des actions à nos investisseurs, on va vendre des obligations. En fait, ils font un prêt à la société et en échange de ce prêt, à une échéance donnée, ils peuvent le convertir en actions. Donc ça veut dire qu'en gros, ils nous donnent, je sais pas, 1000 euros demain. Et ces 1000 euros demain, si dans 5 ans, ils décident d'en faire des actions, ils pourront le faire selon le prix des actions aujourd'hui, pas dans 5 ans. Donc c'était un avantage un peu pour tout le monde. Donc ok, sur le principe, ça ne changeait pas grand-chose pour nous. Ça nous permettait quand même d'avoir de l'argent, ça leur permettait quand même de devenir actionnaires. Donc ça marchait. Sauf qu'au fur et à mesure, ils se sont mis à ajouter des clauses. Et en fait, c'est là que le problème est apparu. En fait, on s'est retrouvé dans une situation dans laquelle leur appétence au risque était tellement faible que nos investisseurs nous disaient bah, si la boîte marche trop mal, en fait, on reprend le contrôle, donc on convertit tout l'argent qu'on vous a donné en actions du jour au lendemain, et donc on devient propriétaire de la boîte. Donc du coup, voilà, ils étaient capables de faire, si la boîte marche trop mal, c'est-à-dire si on faisait moins de 25% de moins que ce qu'on avait indiqué dans le business plan, et un business plan, quand vous êtes à un début de startup, c'est un truc où on est tous en train de se dire, mais pourquoi on fait ça, quoi? Pourquoi tu es là, tu te dis, attends, dans 5 ans, on aura 25 sales, chaque sale fera Non, ben non, on ne savait même pas vendre à une personne, on nous demandait comment on ferait pour vendre à 1000 personnes. Bref, si la boîte marchait trop mal, ils récupéraient tout. Si la boîte marchait trop bien, ils voulaient tout récupérer aussi. Et leur explication était de dire, en fait, si la boîte marche trop bien, et que nous, on veut quand même vous racheter à terme, bah, c'est pas juste si on vous rachète un demi-milliard. Puis nous, on était là, bah, enfin si, parce que si on a créé une boîte à un demi-milliard, c'est qu'elle vaut un demi-milliard, quoi. Eux étaient là, ouais, mais non, c'est pas juste pour nous, parce qu'on vous a donné de l'argent au départ. Donc du coup, j'étais là, bah oui, mais c'est pour ça que vous levez des fonds, en fait, au départ. Vous avez une part du capital en échange de l'argent que vous donnez, et ensuite, cette part grossit, et donc en fait, on est aligné, quoi, parce que vos 1000 euros que vous avez donnés au début, bah, ils en deviennent 100 000 à la fin, quand la boîte, elle vaut 500 millions. Donc on a buté beaucoup sur ces sujets, ils nous ont bloqué, en fait, en disant, si la boîte marche trop mal, on récupère tout. Si la boîte marche trop bien, on récupère tout aussi. Donc là, on leur a dit, bon, vous êtes gentils, mais en fait, nous, on ne peut pas continuer comme ça. Et donc, on leur a dit très franchement et très gentiment, les conditions que vous avez proposées, on vous a dit plusieurs fois qu'elles ne nous convenaient pas. Et c'est pas, elles ne nous conviennent pas, nous, en tant que personne, en disant, bah, on n'est pas d'accord, et c'est une discussion de personnalité, entre guillemets. C'est vraiment, elles ne nous conviennent pas parce que, déjà, on n'est pas aligné sur la réussite du projet. C'est-à-dire que si le projet marche bien, nous, on est content, pas vous, donc ça marche pas. Si l'inverse se passe, bah, du coup, c'est pareil, personne n'est content. Et ça allait causer un problème à un moment donné. Et c'est surtout ça qu'on leur a dit. C'est en fait le deal que vous nous proposez, quand on va se retrouver dans une situation difficile, ça va poser un problème. Et donc avant que ce soit un problème que l'on doive résoudre avec des avocats, en s'envoyant des lettres recommandées, avec des huissiers, etc., soit on arrive à se mettre d'accord maintenant, soit on ne se met pas d'accord du tout et on préfère arrêter là. Parce que arrêter tôt, c'était beaucoup plus valorisable que d'attendre et de se retrouver au pied du mur avec des mecs qui sont experts comptables en face et qui ont une armée d'avocats. Dans quelle mesure, une fois que tu as levé des fonds, tu dis qu'il ne faut pas forcément dépenser pour dépenser, tu arrives justement à expliquer que finalement tu as besoin de dépenser. Quand tu arrives en face, tu dis là, c'est en fait le fonctionnement qu'on avait était particulier parce que justement, on était avec un corporate qui n'avait pas l'habitude de faire de l'investissement et qui avait l'habitude de travailler avec ce fonctionnement de budget. Donc pour eux, on était une BU, entre guillemets, à qui donner du budget et puis on allait se débrouiller de ce budget, quoi. Donc pour eux, le fait de le dépenser était, entre guillemets, simplement normal. Quand tu bosses avec des investisseurs professionnels, des VC, des fonds d'investissement de n'importe quel type, tu lèves versus des chiffres que tu montres, et donc tu lèves pour du capital, et en fait, si tu es capable de leur dire, moi je suis capable de faire tourner la boîte sans utiliser l'argent que vous m'avez donné, bah, les mecs ils sont aux anges en fait. Ils ont juste envie de t'en donner encore plus. Parce que du coup, ça veut dire que tu n'as pas besoin de ces fonds-là. Il y a beaucoup de boîtes qui le font. Quand on a vu avec le Covid et après le Covid, les boîtes qui sont en meilleure santé financière, en fait, elles n'attendent pas d'être en galère pour lever des fonds. Tu lèves des fonds quand tous tes chiffres sont au vert. Quitte à pas t'en servir dans l'immédiat. Parce que tu sais qu'à un moment donné, tu en auras besoin. Et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir t'en servir. Et surtout, le deuxième point, c'est que la levée de fonds, en fait, elles servent à acheter de la croissance. Une levée de fonds avant d'avoir justement des signes de croissance, c'est ce que je disais, c'est un peu de l'argent qu'on jette, qu'on dépense par les fenêtres. Une fois que vous avez des preuves de croissance, vous savez sur quoi vous allez accélérer.
Si tu vas dépenser en marketing pour exploiter un canal parce que tu sais que c'est ce canal-là qui marche le mieux. Si tu vas aller augmenter tes équipes de commerciaux parce que tu as besoin d'aller, je sais pas, ouvrir un nouveau pays ou une nouvelle région. Si tu vas accélérer sur le produit parce qu'il y a X ou Y fonctionnalités qui t'empêchent d'aller toucher tel segment du marché. C'est à ce moment-là où tu dépenses le mieux ton argent parce que tu sais pourquoi tu le dépenses. Et c'est à ce moment-là qu'en fait une levée de fonds est utile et qu'un investisseur le sait. Donc si tu n'es pas capable de dire pourquoi tu lèves des fonds, bah en fait c'est même pas la peine d'essayer d'enlever. Une dernière? Une dernière. Il y avait une dernière question. Je t'en prie. En amont, c'est qui le corpo? Ah non. Un comptable. On a un nom d'un comptable célèbre qu'on connaît tous? Picsou? Non, Picsou n'était pas comptable. T'es juste radar. Merci.